Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Merci d'être fidèle à Cube Radio. Vous connaissez Christian Rioux. Christian Rioux, c'est l'excellent chroniqueur au Devoir. Le Devoir, vous savez, qui est le bulletin paroissial des woke. Christian Rioux sort un peu, là, mettons. Il n'est pas très woke, absolument pas. Là. C'est une des rares exceptions dans le Devoir. C'est une des raisons pourquoi je lis régulièrement le Devoir. C'est pour lire les chroniques de Christian Rioux, qui va nous revenir. Hein. Il a été chroniqueur à l'émission. Il n'y a pas une petite pause, mais il va revenir à l'émission comme chroniqueur. Je vous parle de lui parce que il a été blâmé par le Conseil de presse du Québec. Alors, le Conseil de presse du Québec, c'est comme un tribunal qui a été mis sur pied par certains médias québécois pour s'auto-réguler. C'est-à-dire, le Conseil de presse, il y a des gens qui siègent là-dessus. Et là, quand il y a des plaintes, par exemple, Richard Martineau, il a écrit dans une de ses chroniques une affaire que j'ai pas aimée, puis que moi, je l'ai lu, puis ça m'a choqué, puis tout ça. Bon, là, il envoie une plainte au Conseil de presse, et là, le tribunal du Conseil de presse va lire ma chronique, et là, ils vont juger si c'est acceptable ou pas. Puis là, si c'est pas acceptable selon leurs critères, ils vont me blâmer. J'ai été blâmé à quelques reprises par le Conseil de presse. J'ai reçu des enveloppes. Ça donne, ça n'a aucun effet, là. T'as beau avoir 150 blâmes du Conseil de presse, tu ne perdras pas ta job comme journaliste. C'est seulement symbolique. Et là, le Conseil de presse a blâmé Christian Rioux pour une chronique qui a été publiée le 14 juillet 2023. Je vais vous lire ça parce que ça montre à quel point ce tribunal-là est totalement biaisé. D'ailleurs, je suis très fier et très content que Québécois ait décidé de se retirer du Conseil de presse. On ne reconnaît pas à Québécois l'autorité du Conseil de presse parce que justement, souvent, ces jugements sont extrêmement biaisés. Donc, écoutez ça, le passage qui cause problème dans la chronique de Christian Rioux. Il parle des banlieues en France. Des banlieues, il y a eu des émeutes. En 2015, les djihadistes s'en étaient pris au symbole même de la civilité française en assassinant de simples Français attablés aux terrasses des cafés. Les dizaines de milliers de vandales qui ont enflammé les banlieues il y a 2 semaines à peine ont eux aussi visé la France au cœur en prenant pour cible les symboles même de l'État et de son idéal social, c'est-à-dire des écoles, des bibliothèques et des garderies. Et le Conseil de presse a dit c'est épouvantable, et voici ce qu'ils ont dit. Le chroniqueur Christian Rioux met sur un pied d'égalité des terroristes qui ont tué 130 personnes et des jeunes des banlieues qui ont causé des dommages matériels qui n'ont aucune commune mesure avec le terrorisme islamiste. Le chroniqueur aurait dû s'abstenir d'utiliser des termes qui peuvent entretenir les préjugés en associant les Arabes et les musulmans à des terroristes. Christian Rioux ne dit pas que tous les Arabes des banlieues sont des terroristes. Il dit que les djihadistes, en 2015, avaient ciblé des symboles de la France, c'est-à-dire les terrasses. Hein, c'est un symbole de la vie française, c'est les gens attablés à les terrasses. Et que les vandales, qui sont aussi dans des banlieues à forte population arabo-musulmane, ils s'en sont pris eux autres aussi à des symboles de la France, c'est-à-dire des écoles, des bibliothèques, des garderies. Et on le sait, des fois, il y a des matchs de soccer France-Algérie, et quand on joue l'hymne national français, il y a des supporters algériens qui vivent en France, dans les stades, qui huent la Marseillaise, qui est un symbole de la France. C'est tout ce que dit Christian Rioux. Il a tout à fait raison. Il dit pas les jeunes vandales sont des terroristes. Il dit ces gens-là s'en prennent à des symboles de la France. Parfois en faisant des émeutes, puis il y en a d'autres, une gang de crinqués, qu'eux autres, ils tuent du monde sur des terrasses. Mais il fait pas
je trouve ça incroyable. Et là, on est en train de le dépeindre au conseil de presse comme un raciste, un gars qui dit que tous les musulmans sont terroristes. Il n'a jamais dit ça, il n'a jamais écrit ça, absolument pas. Et vous savez que sa présence au Devoir, j'imagine, ne tient qu'à un fil, parce qu'il est tout seul dans son coin, Christian Rioux, au Devoir. Hein. J'imagine, au Devoir, des fois, ils doivent se chercher une façon de s'en débarrasser en disant, s'ils pouvaient sortir du Devoir, là, on serait tous des woke de A à Z. Et tiens, ça va peut-être leur donner raison. Mais bref, je reviens là-dessus. Très content que Québécois ne reconnaissent pas l'autorité du conseil de presse. Je vais vous parler d'un gars, un Américain, un essayiste afro-américain qui s'appelle Coleman Hughes et qui vient de sortir un livre qui s'intitule The End of Race Politics, Arguments for a Colorblind America. En français, le livre n'est pas encore traduit, mais en français, ça donnerait La fin de la politique raciale, plaidoyer pour une Amérique indifférente à la couleur. Et lui, il dit qu'on est passé d'un racisme anti-noir à un racisme anti-blanc. Il est lui-même noir. Je vais vous lire des extraits de l'entrevue qu'il a accordée au journal Le Figaro cette semaine. Il dit « Les sujets de la race, moi, personnellement, ça ne m'a jamais intéressé. Quand j'étais enfant, j'avais des amis de toutes les couleurs, puis je ne les considérais pas comme appartenant à telle ou telle race. Je ne considérais pas mes amis comme des amis blancs, asiatiques ou hispaniques, mais simplement comme des individus. Moi, je m'intéresse à la musique, à la philosophie, je ne m'intéresse pas à la race. Mais un jour, lorsque j'étais au collège, j'ai été envoyé à un congrès intitulé « La conférence des gens de couleur », où on enseignait que la race est un concept fondamental et que l'identité raciale est une mystique, une religion que l'on doit vénérer. On apprenait dans cette conférence-là, dans ce congrès-là, que la race donne accès à un ensemble de connaissances différentes. Moi, je trouvais que c'était des idées qui étaient totalement étranges et toxiques. Et lorsque j'ai été admis à l'Université Columbia en 2015, j'ai découvert que cette philosophie de la race était devenue la nouvelle norme. J'étais alors un jeune étudiant noir qui essayait d'établir des relations sur la base d'intérêts communs. Hein. J'étais ami avec des gens qui aimaient la musique, la philosophie, toutes les affaires que j'aimais. Mais tous les jours, je lisais dans le journal étudiant de l'université que la suprématie blanche régnait sur le campus et que les étudiants noirs étaient quotidiennement confrontés au racisme. On rapportait presque tous les jours une forme ou un autre d'incident racial, une micro-agression. Et là, on disait dans ces journaux-là, les journaux étudiants, que je devais me constituer, je devais me représenter comme une victime parce que j'étais noir. Or, dit-il, cela me semblait complètement détaché de la réalité, notamment de la réalité de l'Université Columbia, qui est un des endroits les moins racistes de la Terre. J'ai donc commencé à m'interroger sur le décalage entre la réalité des choses, c'est-à-dire Columbia n'est pas un endroit raciste, et la théorie de ces gens-là qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et là, il a commencé à écrire ce livre-là. Et il dit l'antiracisme zélé, tel qu'il est pratiqué par les woke, c'est un nouveau racisme, au sens où cette philosophie se résume à considérer tout ce qui est blanc comme mauvais et tout ce qui n'est pas blanc, le fait d'être noir ou de couleur, comme conférant une forme de supériorité morale, de connaissance accrue. Si t'es blanc, t'es méchant. Si t'es racisé, t'es moralement supérieur aux autres. Il dit, pour moi, c'est du racisme. Je qualifie cet ensemble de croyances de néo-racisme pour la simple raison qu'elles correspondent exactement à la définition du racisme telle qu'elle était utilisée pendant la lutte pour les droits civiques. Martin Luther King Jr. définissait le racisme comme une doctrine basée sur l'infériorité congénitale des personnes. Tu es inférieur parce que tu as telle ou telle couleur de peau. Il tenait pour acquis que les Noirs, écoutez bien ça c'est Martin Luther King, il tenait pour acquis que les Noirs, comme les Blancs, pouvaient être racistes. Et plus d'une fois au cours de sa vie, Martin Luther King a déclaré que la suprématie des Noirs serait tout aussi néfaste que la suprématie des Blancs. Il dit c'est du racisme lorsqu'il est dirigé contre les Noirs, et c'est du racisme lorsqu'il est dirigé contre les Blancs, et c'est aussi du racisme lorsqu'il est dirigé contre les Asiatiques et les Hispaniques.
Nous ne pouvons pas avoir 2 ou 3 standards différents à propos du discours public que nous tolérons. Nous devons être plus cohérents si nous voulons vivre ensemble en tant que race et ethnie différentes au sein d'une même nation. Et c'est ce qu'il dit. Lui, il dit, j'en ai ras le cul de ce racisme anti-blanc. C'est complètement ridicule. Tu sais, lui, c'est un noir. Tu sais, des organismes comme la Ligue des Noirs, en disant, nous autres, nous parlons au nom de tous les Noirs. C'est complètement débile, comme si tous les Noirs pensaient pareil, comme si tous les Noirs trouvaient que le racisme anti-blanc, c'était correct. Savez-vous quoi? J'ai des chiffres, là. Entre 2016 et 2020, Donald Trump avait créé la surprise en augmentant son score de 8 à 12 % chez les hommes noirs. 12 % des Noirs votaient pour Trump en 2020. Et là, on dit qu'il pourrait remporter 17 % du vote afro-américain en novembre et près de 23 % du vote afro-américain dans les États pivots. Eh oui, il y a des Noirs qui votent pour Trump, il y a des Latinos qui votent pour Trump. T'sais, la gauche ne dit pas ça. Là. On dit tout le temps, non, tous les Noirs sont démocrates. C'est pas vrai. Absolument faux. Il y a des Noirs qui regardent ce qui se passe aux États-Unis, les manifestations, c'est campus, entre autres, là. Est-ce que les woke savent que ces manifestations-là, et c'est Luc La Liberté qui me disait ça cette semaine, il a tout à fait raison, ces manifestations-là sur les campus vont aider Donald Trump. Totalement. Les gens regardent ça, ils n'en veulent pas du chaos. En 1968, il y avait énormément de manifestations sur les campus américains contre la guerre du Vietnam. Tout le monde disait les démocrates vont gagner, c'est sûr, les démocrates vont gagner. Regardez la jeunesse est manifeste, puis la jeunesse appuie les valeurs démocrates, puis tout ça. Qui a gagné? Richard Nixon. Pourquoi? Parce que les gens ordinaires n'aiment pas le chaos, n'aiment pas l'anarchie. Et quand il y a l'anarchie comme ça, quand il y a le chaos, ben ça aide la droite. Pas besoin d'être un génie en sciences politiques pour comprendre ça, là. Ce qui se passe sur certains campus aux États-Unis, il y a des gens qui regardent ça, qu'ils soient blancs, noirs ou latinos, ils n'aiment pas ça. Et ils disent, nous autres, on veut quelqu'un qui mette de l'ordre là-dedans, on veut quelqu'un avec une poigne de fer, puis là, ils vont se tourner, à tort ou à raison, mais ils vont se tourner vers Donald Trump. Et lui, je reviens là-dessus sur Coleman News, il dit qu'il y en aura le pompon des programmes diversité, équité et inclusion. Il existe toujours une industrie assez importante qui permet à certains de faire des carrières basées sur la culpabilité blanche et de gagner beaucoup d'argent. Les organismes publics, les municipalités paient des spécialistes de l'antiracisme pour enseigner des absurdités aux enfants dans les écoles. Et il lui dit que ça, c'est une business. Et ça, c'est un Afro-Américain. C'est rare qu'on entend. Mais il y en a des gens. Il y en a plein de gens comme lui. Je pense à Shelby Steele aussi. Shelby Steele, il y a quelques années, c'était aussi un Afro-Américain républicain qui avait écrit un livre, un essai qui s'intitulait The Content of Our Character, où il disait justement que Martin Luther King disait « J'ai un rêve, I have a dream », que mes petits-enfants ne seront pas jugés à la couleur de leur peau, mais seront jugés à leur caractère, à leurs idées. Alors, lui, il disait, cessons de dire que parce que t'es noir, t'es une victime, parce que t'es noir, t'es pauvre, parce que t'es noir, t'es victime de racisme, t'es exploité, parce que t'es noir, t'es moralement supérieur. Shelby Steele disait, c'est totalement faux. Et ça, il écrivait ça, je crois, dans les années 80. Et là, il y a Coleman News. Je vous invite à lire ça sur le site du Figaro. Coleman News, nous vivons un nouveau racisme où tout ce qui est blanc est jugé mauvais.